Lettre 5. C'est en l'année 1779, ma chère amie, que j'ai fait pour la première fois le portrait de la reine, alors dans tout l'éclat de sa jeunesse et de sa beauté. Marie-Antoinette était grande, admirablement bien faite, assez grasse sans l'être trop. Ses bras étaient superbes, ses mains petites, parfaites de forme, et ses pieds charmants. Elle était la femme de France qui marchait le mieux, portant la tête fort élevée, avec une majesté qui faisait reconnaître la souveraine au milieu de toute sa cour, sans pourtant que cette majesté nuisît en rien à tout ce que son aspect avait de doux et de bienveillant. Enfin, il est très difficile de donner à qui n'a pas vu la reine une idée de tant de grâce et de tant de noblesse réunies. Ses traits n'étaient point réguliers, elle tenait de sa famille cet ovale long et étroit particulier à la nation autrichienne. Elle n'avait point de grands yeux, leur couleur était presque bleue, son regard était spirituel et doux, son nez fin et joli, sa bouche pas trop grande, quoique les lèvres fussent un peu fortes. Mais ce qu'il y avait de plus remarquable dans son visage, c'était l'éclat de son teint. Je n'en ai jamais vu d'aussi brillant, et brillant est le mot, car sa peau était si transparente qu'elle ne prenait point d'ombre. Aussi ne pouvais-je en rendre l'effet à mon gré, les couleurs me manquaient pour peindre cette fraîcheur, ces tons si fins qui n'appartenaient qu'à cette charmante figure et que je n'ai retrouvé chez aucune autre femme. À la première séance, l'air imposant de la reine m'intimida d'abord prodigieusement, mais sa majesté me parla avec tant de bonté que sa grâce si bienveillante dissipa bientôt cette impression. C'est alors que je fis le portrait qui la représente avec un grand panier, vêtue d'une robe de satin et tenant une rose à la main. Ce portrait était destiné à son frère, l'empereur Joseph II, et la reine m'en ordonna 2 copies, l'une pour l'impératrice de Russie, l'autre pour ses appartements de Versailles ou de Fontainebleau. J'ai fait successivement à diverses époques plusieurs autres portraits de la reine. Je ne sais pour lequel la harpe fit les vers suivants. Quatrain pour le portrait de la reine. Le ciel mit dans ses traits cet éclat qu'on admire. France, il la couronna pour ta félicité. Un sceptre est inutile avec tant de beauté, mais à tant de vertu il fallait un empire. Dans l'un de ces portraits, je ne l'ai peinte que jusqu'aux genoux, avec une robe nacara et placée devant une table, sur laquelle elle arrange des fleurs dans un vase. On peut croire que je préférais beaucoup la peindre sans grande toilette et surtout sans grand panier. Ces portraits étaient donnés à ses amis, quelques-uns des ambassadeurs. Un, entre autres, la représente coiffée d'un chapeau de paille et habillée d'une robe de mousseline blanche dont les manches sont plissées en travers, mais assez ajustées. Quand celui-ci fut exposé au salon, les méchants ne manquèrent pas de dire que la reine s'était fait peindre en chemise, car nous étions en 1786, et déjà la calomnie commençait à s'exercer sur elle. Ce portrait toutefois n'en eut pas moins un grand succès. Vers la fin de l'exposition, on fit une petite pièce au vaudeville, qui je crois avait pour titre « La réunion des arts ». Brognard, l'architecte, et sa femme, que l'auteur avait mis dans sa confidence, firent louer une loge aux premières et vinrent me chercher le jour de la première représentation pour me conduire au spectacle. Comme je ne pouvais nullement me douter de la surprise qu'on me ménageait, vous pouvez juger de mon émotion lorsque la peinture arriva et que je vis l'actrice me copier d'une manière surprenante, peignant le portrait de la reine. Au même instant, tout ce qui était au parterre et dans les loges se retourna vers moi en applaudissant à tout rompre, et je ne crois pas que l'on puisse être à la fois aussi touchée, aussi reconnaissante que je le fus ce soir-là. La timidité que m'avait inspirée le premier aspect de la reine avait entièrement cédé à cette gracieuse bonté qu'elle me témoignait toujours. Dès que sa majesté eut entendu dire que j'avais une jolie voix, elle me donnait peu de séance sans me faire chanter avec elle plusieurs duos de gréterie, car elle aimait infiniment la musique, quoique sa voix ne fût pas d'une grande justesse. Quant à son entretien, il me serait difficile d'en peindre toute la grâce, toute la bienveillance.
Je ne crois pas que la reine Marie-Antoinette ait jamais manqué l'occasion de dire une chose agréable à ceux qui avaient l'honneur de l'approcher, et la bonté qu'elle m'a toujours témoignée est un de mes plus doux souvenirs. Un jour, il m'arriva de manquer au rendez-vous qu'elle m'avait donné pour une séance, parce que, étant alors très avancée dans ma seconde grossesse, je m'étais sentie tout à coup fort souffrante. Je me hâtais le lendemain de me rendre à Versailles pour m'excuser. La reine ne m'attendait pas. Elle avait fait atteler sa calèche pour aller se promener, et cette calèche fut la première chose que j'aperçus en entrant dans la cour du château. Toutefois, je ne montai pas moins parler aux garçons de la chambre. L'un d'eux, M. Campan, ce M. Campan parlait toujours de la reine. Un jour qu'il dînait chez moi, ma fille, qui avait alors 7 ans, me dit tout bas: « Maman, ce monsieur, est-ce le roi ?» M. Campan, donc, me reçut d'un air sec et froid, et me dit d'un ton colère, avec sa voix de centaure: « C'était hier, madame, que sa majesté vous attendait. Et bien sûrement, elle va se promener, et bien sûrement, elle ne vous donnera pas séance. » Sur ma réponse, que je venais simplement prendre les ordres de sa majesté pour un autre jour, il va trouver la reine, qui me fait entrer aussitôt dans son cabinet. Sa majesté finissait sa toilette. Elle tenait un livre à la main pour faire répéter une leçon à sa fille, la jeune madame. Le cœur me battait, car j'avais d'autant plus peur que j'avais tort. La reine se tourna vers moi et me dit avec douceur: « Je vous ai attendu hier toute la matinée. Que vous est-il donc arrivé ?» « Hélas, madame, répondis-je, j'étais si souffrante que je n'ai pu me rendre aux ordres de votre majesté. Je viens aujourd'hui pour les recevoir et je repars à l'instant. » « Non, non, ne partez pas, reprit la reine. Je ne veux pas que vous ayez fait cette course inutilement. Elle décommanda sa calèche et me donna séance. Je me rappelle que dans l'empressement où j'étais de répondre à cette bonté, je saisis ma boîte à couleurs avec tant de vivacité qu'elle se renversa. Mes brosses, mes pinceaux tombèrent sur le parquet. Je me baissai pour réparer ma maladresse. « Laissez, laissez, dit la reine, vous êtes trop avancée dans votre grossesse pour vous baisser. » Et quoi que je pusse dire, elle releva tout elle-même. Lors du dernier voyage qui s'est fait à Fontainebleau, où la cour suivant l'usage devait être en grande représentation, je m'y rendis pour jouir de ce spectacle. Je vis la reine dans la plus grande parure, couverte de diamants, et comme un magnifique soleil l'éclairait, elle me parut vraiment éblouissante. Sa tête élevée sur son beau col grec lui donnait en marchant un air si imposant, si majestueux, que l'on croyait voir une déesse au milieu de ses nymphes. Pendant la première séance que j'eus de Sa Majesté au retour de ce voyage, je me permis de parler de l'impression que j'avais reçue, et de dire à la reine combien l'élévation de sa tête ajoutait à la noblesse de son aspect. Elle me répondit d'un ton de plaisanterie: « Si je n'étais pas reine, on dirait que j'ai l'air insolent, n'est-il pas vrai ?» La reine ne négligeait rien pour faire acquérir à ses enfants ces manières gracieuses et affables qui la rendaient si chère à ceux qui l'entouraient. Je l'ai vue faisant dîner madame, alors âgée de 6 ans, avec une petite paysanne dont elle prenait soin, vouloir que cette petite fût servie la première, en disant à sa fille: « Vous devez lui faire les honneurs. » La dernière séance que j'eus de Sa Majesté me fut donnée à Trianon, où je fis sa tête pour le grand tableau dans lequel je l'ai peinte avec ses enfants. Je me souviens que le baron de Breteuil, alors ministre, était présent, et que tant que dura la séance, il ne cessa de médire de toutes les femmes de la cour. Il fallait qu'il me crût sourde ou bien bonne personne pour ne pas craindre que je pusse rapporter aux intéressés quelques-uns de ces méchants propos. Le fait est que jamais il ne m'est arrivé d'en répéter un seul, quoique je n'en ai oublié aucun. Après avoir fait la tête de la reine, ainsi que les études séparées du premier dauphin, de Madame Royale et du duc de Normandie, je m'occupais aussitôt de mon tableau auquel j'attachais une grande importance, et je le terminai pour le salon de 1788.
La bordure ayant été portée seule, suffit pour exciter 1000 mauvais propos. Voilà le déficit, disait-on, et beaucoup d'autres choses qui m'étaient rapportées et me faisaient prévoir les plus amères critiques. Enfin j'envoyai mon tableau, mais je n'eus pas le courage de le suivre pour savoir aussitôt quel serait son sort, tant je craignais qu'il ne fût mal reçu du public. Ma peur était si forte que j'en avais la fièvre. J'allais me renfermer dans ma chambre et j'étais là, priant Dieu pour le succès de ma famille royale, quand mon frère et une foule d'amis vinrent me dire que j'obtenais le suffrage général. Après le salon, le roi ayant fait apporter ce tableau à Versailles, ce fut M. d'Angevilliers, alors ministre des Arts et directeur des bâtiments royaux, qui me présenta à Sa Majesté. Louis XVI eut la bonté de causer longtemps avec moi, de me dire qu'il était fort content. Puis il ajouta, en me regardant encore mon ouvrage, « Je ne me connais pas en peinture, mais vous me la faites aimer. » Mon tableau fut placé dans une des salles du château de Versailles, et la reine passait devant en allant et en revenant de la messe. À la mort de Monsieur le Dauphin, au commencement de 1789, cette vue ranimait si vivement le souvenir de la perte cruelle qu'elle venait de faire, qu'elle ne pouvait plus traverser cette salle sans verser des larmes. Elle dit à Monsieur d'Angevilliers de faire enlever ce tableau, mais avec sa grâce habituelle, elle eut soin de m'en instruire aussitôt, en me faisant savoir le motif de ce déplacement. C'est à la sensibilité de la reine que j'ai dû la conservation de mon tableau, car les poissards et les bandits qui vinrent peu de temps après chercher leur majesté à Versailles l'auraient infailliblement lacéré, ainsi qu'ils firent du lit de la reine qui a été percé de part en part. Je n'ai jamais eu la jouissance de revoir Marie-Antoinette depuis le dernier bal de la cour à Versailles. Ce bal se donnait dans la salle de spectacle, et la loge où je me trouvais placée était assez près de la reine pour que je pusse entendre ce qu'elle disait. Je la voyais fort agitée, invitant à danser les jeunes gens de la cour, tels que M. de la Messe, et d'autres, qui tous la refusaient, si bien que la plupart des contredanses ne purent s'arranger. La conduite de ces messieurs était d'une inconvenance qui me frappa. Je ne sais pourquoi leur refus me semblait une sorte de révolte, préludant à des révoltes plus graves. La Révolution approchait, elle éclata l'année suivante. À l'exception de monsieur le comte d'Artois, dont je n'ai pas fait le portrait, j'ai peint successivement toute la famille royale, les enfants de France, monsieur, frère du roi, depuis Louis XVIII, madame la comtesse d'Artois et madame Élisabeth. Les traits de cette dernière n'étaient point réguliers, mais son visage exprimait la plus douce bienveillance, et sa grande fraîcheur était remarquable. En tout, elle avait le charme d'une jolie bergère. Vous n'ignorez pas, cher ami, que madame Élisabeth était un ange de bonté. Combien de fois ai-je été témoin du bien qu'elle faisait aux malheureux. Son cœur renfermait toutes les vertus. Indulgente, modeste, sensible, dévouée, la Révolution l'a conduite à déployer un courage héroïque. On a vu cette douce princesse marcher au-devant des cannibales qui venaient pour assassiner la reine en disant « Ils me prendront pour elle ». Le portrait que j'ai fait de monsieur m'a donné l'occasion de connaître un prince dont on pouvait sans flatterie vanter l'esprit et l'instruction. Il était impossible de ne pas se plaire à l'entretien de Louis XVIII, qui causait sur toute chose avec autant de goût que de savoir. Quelquefois, pour varier sans doute, il me chantait pendant nos séances des chansons qui n'étaient pas indécentes, mais si communes que je ne pouvais comprendre par quel chemin de pareilles sottises arrivaient jusqu'à la cour. Il avait la voix la plus fausse du monde. « Comment trouvez-vous que je chante, Madame Lebrun ?» me dit-il un jour. « Comme un prince, monseigneur, répondis-je. » Le marquis de Montesquiou, grand écuyer de monsieur, m'envoyait une fort belle voiture à 8 chevaux pour me conduire à Versailles et me ramener avec ma mère, que j'avais priée de m'accompagner. Tout le long de la route, on se mettait aux fenêtres pour me voir passer, chacun m'ôtait son chapeau.
Je riais de ces hommages rendus aux 8 chevaux et aux piqueurs qui couraient devant, car revenu à Paris, je montais en fiacre et personne ne me regardait plus. Monsieur était dès lors ce qu'on appelle un libéral, dans le sens modéré du mot, vous sentez bien. Lui et ses courtisans formaient à la cour un parti très distinct de celui du roi. Aussi ne fus-je point surprise de voir pendant la Révolution le marquis de Montesquiou nommé général en chef de l'armée républicaine en Savoie. Je n'eus alors qu'à me rappeler les discours étranges que je lui avais entendu tenir devant moi, sans parler des propos qu'il se permettait si ouvertement contre la reine et tous ceux qu'elle aimait. Quant à monsieur lui-même, les journaux nous le montrent se rendant à l'Assemblée nationale pour y dire qu'il ne venait point siéger comme prince, mais comme citoyen. Je n'en crois pas moins qu'une pareille déclaration ne suffisait pas pour sauver sa tête, et qu'il a fort bien fait un peu plus tard de quitter la France. À la même époque, j'ai fait aussi le portrait de la princesse Lamballe. Sans être jolie, elle paraissait l'être à quelque distance. Elle avait de petits traits, un teint éblouissant de fraîcheur, de superbes cheveux blonds et beaucoup d'élégance dans toute sa personne. L'horrible fin de cette malheureuse princesse est assez connue, de même que le dévouement dont elle a péri victime, car en 1793 elle était à Turin, à l'abri de tout péril, lorsqu'elle rentra en France dès qu'elle sut la reine en danger. Me voilà bien loin, cher ami, de l'année 1779. Mais j'ai préféré vous parler dans une même lettre des rapports que j'ai eus comme artiste avec tous ces grands personnages dont il n'existe plus aujourd'hui que le comte d'Artois, Charles X, et la fille infortunée de Marie-Antoinette. 1000 tendres amitiés.